Bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux à ce petit déjeuner virtuel du réseau French Foods. Vous êtes plus de 150 à avoir répondu présent. On est ravis de vous retrouver, même si c'est virtuellement pour le moment. Et d'ailleurs, je voulais démarrer ce webinaire par une annonce importante, c'est qu'on va enfin pouvoir se retrouver en vrai puisque le Food Camp se déroulera les 28 et 29 septembre. Donc, les inscriptions sont ouvertes à partir de maintenant. Donc, je vous invite à vous inscrire, à réserver votre place, puisque l'événement, comme vous le savez, est limité à 150 personnes pour permettre de se retrouver en petit comité pendant 2 jours. Le thème sera territoire. On vous en dira plus prochainement sur les intervenants et sur le chef qui nous régalera le soir pour le dîner le fameux dîner de gala qui nous a tous régalés avec Pierre Sang lors de la première édition. Donc voilà, inscrivez-vous sur foodcamp.fr et puis on vous enverra de toute façon un mail très prochainement. Et donc c'est une bonne transition pour introduire nos panélistes, nos intervenants qui ont gentiment accepté de venir partager leur expérience sur ce vaste sujet qui est le boom du e-commerce alimentaire qu'on a tous vu pendant la crise sanitaire qu'on a vécue. Et donc, je vais brièvement les introduire avant de leur passer la parole. Donc, côté entrepreneurs qui partageront un peu leur vision, je suis très, très heureuse d'accueillir Pierre Sang-Boyer, donc chef et entrepreneur, qui va nous parler du succès de Pierre Sang Express et de son offre de bibimbap, notamment via Deliveroo et de sa vision de ce boom de la livraison pendant la période de confinement qu'on vient de vivre et après la réouverture des restaurants, puisque Pierre Sog est en même temps restaurateur et a une activité de livraison, donc il fait les deux. Je suis ravie d'accueillir également Paul Lé, fondateur de La Belle Vie, modèle d'épicerie en ligne qui après avoir réalisé 30 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020, vise 80 millions. Donc, quand on parle de boom, je pense que La Belle Vie en est un bel exemple et il va nous expliquer tout ça. Et enfin, Édouard Morange, fondateur d'épicerie, qui permet à nos commerçants de quartier de justement se lancer dans le e-commerce en leur assurant la visibilité et le modèle de livraison du dernier kilomètre. Donc, tous les trois, merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté cette invitation. Et ces témoignages et ces retours d'expérience seront introduits par Opinionway, donc Hugues Cazenave et Maurice Benguigui, que je remercie également et qui vont partager avec nous un panorama de tendances côté consommateur pour justement voir un petit peu ce qui a changé pendant la période qu'on vient de vivre et ce qui pour le coup, a été renforcé et ce qui reste fortement présent. Donc, je leur passe la parole. Maurice, Hugues, je vous laisse prendre la main. Mais encore merci à tous et bon webinaire. Et de toute façon, je n'hésiterai pas à interrompre les intervenants pour poser les questions que vous me poserez via le fil de commentaires. Merci à tous. Pour cette introduction. Et donc, ce que je vous propose effectivement, alors d'abord, je voulais remercier Perrine et French Food Capital pour cette opportunité qui nous permet de partager les tendances qu'on a observées durant cette crise, avant cette crise, durant cette crise et j'espère en sortie de crise, puisqu'on peut considérer qu'on s'avance vers cette sortie de crise. Je voulais aussi dire que j'étais très honoré d'intervenir parce que avec des intervenants aussi prestigieux, parce que je suis client de La Belle Vie et je suis client de Pierre Sang, donc je suis ravi de partager ce moment avec mais ton épicier et ton restaurateur. Voilà, pas encore client de l'épicerie, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Alors, ce qu'on vous propose aujourd'hui, Maurice et moi, c'est effectivement un petit éclairage sur ces tendances. Pour ce qui me concerne, je vais plutôt m'intéresser aux citoyens consommateurs, puisque comme vous le savez, les consommateurs sont aussi des citoyens, et l'état d'esprit des citoyens
évidemment impacte la consommation. On le voit particulièrement aujourd'hui avec ce taux d'épargne qui a explosé, et ce taux d'épargne qui a explosé au détriment de la consommation, eh bien, c'est évidemment corrélé à l'état d'esprit des citoyens. Et Maurice, alors qui est notre expert food chez Opinionway, nous parlera plus des consommateurs qui sont aussi des citoyens, donc les consommateurs citoyens. Alors, un mot sur ces comportements et ces opinions des citoyens pendant cette crise. C'est évidemment un sujet qui nous a beaucoup occupé chez Opinionway ces derniers mois, et je dirais qu'on a, à partir de toutes les enquêtes qu'on a pu mener durant cette période, on a formulé une hypothèse. Nous sommes prudents, c'est une hypothèse qui est un peu en décalage, et d'ailleurs qui risque peut-être de décevoir certains. Cette hypothèse, c'est que nous ne croyons pas beaucoup au monde d'après. Alors je sais que c'est une expression très médiatique que tout le monde adore. En réalité, quand on mesure un peu les choses, quand on observe un peu les choses, il n'y a pas vraiment de monde d'après. Alors je sais que je vais décevoir beaucoup, mais c'est malheureusement ce qu'on a constaté. En fait, on a constaté plus une accélération de tendances qui préexistaient à la crise qu'une révolution. Il n'y a pas de révolution. En revanche, c'est vrai qu'il y avait des tendances qui existaient déjà avant la crise. Le e-commerce, ce n'est pas une nouveauté, ça n'est pas une innovation générée par la crise. Ça existait avant, et la tendance était déjà très forte, la progression était déjà très forte, le e-commerce alimentaire progressait. Alors c'est vrai que la crise a accéléré très fortement cette tendance, comme beaucoup d'autres. Le télétravail, c'est un autre sujet qui n'est pas notre sujet du jour, mais le télétravail, ça existait avant. Il y avait beaucoup de salariés qui étaient en télétravail, beaucoup plus que ce qu'on le dit aujourd'hui, quand on regarde le monde d'avant. Bon, donc cette accélération des tendances préexistantes, c'est le premier point qui me semble très important quand on essaie d'y voir clair sur l'état d'esprit des citoyens et des consommateurs. Et en fait, ce monde d'après dont on nous parle beaucoup, cette rengaine selon laquelle rien ne sera plus comme avant, elle est, je crois, issue d'une illusion d'optique. C'est-à-dire que cette illusion d'optique, elle repose sur le fait que beaucoup d'études qui paraissent aujourd'hui mesurent un instantané, mesure la situation d'aujourd'hui. Mais on oublie la mesure d'avant. Et quand on met en relation, quand on met en parallèle les niveaux, par exemple, du e-commerce d'aujourd'hui avec celui d'avant la crise, on s'aperçoit qu'il y avait déjà un phénomène il y avait déjà une tendance qui était déjà très, très claire. Donc, en fait, la recommandation que nous faisons à nos clients de food, c'est de ne pas regarder l'instantané, mais de regarder la tendance et de regarder ce qui était mesuré auparavant. Donc attention à cette illusion d'optique sur les tendances. Prudence aussi, parce que nous ne sommes pas tout à fait sortis de la crise. On est toujours dans une perspective qui est incertaine. L'incertitude, c'est ce qui marque aujourd'hui l'état d'esprit des citoyens et des consommateurs. On le voit avec ce taux d'épargne. Le taux d'épargne élevé, c'est souvent lié à une situation d'incertitude. Qui dit incertitude dit inquiétude. On est toujours dans une situation d'inquiétude qui est relativement forte. Pour faire un peu plus de mal à cette thèse du monde d'avant ou du monde d'après, j'aimerais vous parler un peu de ce qui n'a pas changé. Parce qu'en réalité, il y a plein de choses qui n'ont pas changé depuis la crise. Il y a énormément de tendances qui sont marquées par une stabilité avant la crise, pendant la crise et après la crise. Ce qui n'a pas changé, si je veux résumer un peu l'état d'esprit des citoyens consommateurs français, vous le savez, c'est cette fameuse défiance, la défiance française. On travaille depuis une dizaine d'années pour le CEVIPOF, qui est le Centre d'études de la vie politique française, attaché à Sciences Po. Et cette étude, elle est passionnante parce que d'abord, elle est dynamique. Chaque année, on mesure les grandes tendances d'opinion en France. Pendant la crise, nous avons également élargi le scope avec le CEVIPOF et on a mesuré la comparaison entre les Français et les autres pays européens.
Donc, on a travaillé en Angleterre, on a travaillé en Espagne, en Italie, en Allemagne, et ça nous permet de mieux voir ce qui caractérise la France et ses citoyens consommateurs français. Cette défiance, évidemment, elle est importante parce qu'elle a un impact sur la consommation, mais elle a un impact aussi sur le rapport aux entreprises, le rapport aux marques et bien sûr le rapport aux marques du food. Et ce qui est très frappant quand on essaie de mesurer tout ça, c'est de voir que cette défiance, elle est avant tout, elle n'est pas personnelle, elle n'est pas l'inquiétude qui caractérise les Français, elle ne concerne pas leur situation personnelle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas microéconomique, mais elle est macroéconomique. Quand vous interrogez les Français sur leur satisfaction à l'égard de leur vie personnelle, elle est plutôt bonne et elle est très comparable à nos voisins européens. On est autour d'une note de 6,5, 6,6 sur 10. Donc les Français, contrairement à ce qu'on dit, ils sont plutôt satisfaits de leur vie personnelle et de ce point de vue-là, ne se distinguent pas des autres pays européens. En revanche, ce qui nous caractérise, nous Français, nous citoyens français, nous consommateurs français, c'est cette inquiétude économique qui concerne notre pays. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais en gros, 80% des Français aujourd'hui sont inquiets sur la situation économique de la France. Et évidemment, c'est ça qui est grandement à l'origine de cette sous-consommation et cette surépargne. C'est très différent de l'inquiétude concernant la situation économique du foyer. 80% sont inquiets de la situation économique du pays et seulement 50% sont inquiets de leur situation financière personnelle. Alors vous pourrez me dire 50%, c'est déjà beaucoup, oui, mais c'est beaucoup moins que l'inquiétude qui concerne la situation économique du pays. Et si on veut creuser davantage cette analyse, cette explication de la défiance française, c'est avant tout ce qui nous caractérise, le sentiment de déclassement par rapport à ses parents, par rapport à nos parents. Nous avons le sentiment que nous vivons et nous vivrons moins bien aujourd'hui que nos parents, et ça, c'est différent des autres pays européens qui ne partagent pas cette caractéristique. Il y a une autre caractéristique bien française, c'est le sentiment de perte de pouvoir d'achat au cours de ces dernières années. Les consommateurs français ont le sentiment qu'ils ont perdu du pouvoir d'achat, beaucoup plus que dans les autres pays européens. Alors que nous disent les instituts économiques, ça n'est pas le cas. On est même le pays où la perte de pouvoir d'achat a été la moins importante par rapport à nos voisins européens. Et pour autant, c'est le sentiment, l'opinion que nous partageons le plus par rapport à nos voisins européens. Une dernière chose qui, à mon avis, est intéressante pour les investisseurs, pour les marques, pour les dirigeants d'entreprises, pour les créateurs d'entreprises dans le food, c'est le rapport très particulier que nous, Français, nous entretenons avec le système capitaliste. Le système capitaliste, donc les entreprises, la liberté d'entreprendre, etc. Nous caractérisons, vous le savez probablement, par une défiance à l'égard du système capitaliste qui est la plus élevée en Europe. 4 Français sur 10 considèrent que ce système capitaliste doit être réformé en profondeur. 4 sur 10. Si vous comparez ça avec l'Allemagne, c'est seulement 1 Allemand sur 5 qui partage cet avis d'une réforme en profondeur, un souhait d'une réforme en profondeur du système capitaliste, et c'est 3 seulement en Italie. Pour terminer sur cette défiance, avant de passer la parole à Maurice sur les tendances dans le food, c'est une défiance qui touche aussi beaucoup les institutions en général. Bien sûr, le rapport à la politique, bien sûr les politiques, bien sûr les institutions politiques, mais aussi les entreprises. Alors là, il faut évidemment faire une différence qui est, à mon avis, intéressante pour French Food Capital, c'est qu'il y a une grande différence dans cette défiance entre les grandes entreprises et les PME. Les grandes entreprises, sans surprise pour vous, elles souffrent largement de cette défiance. En revanche, les PME, je pourrais ajouter les startups, ont plutôt, elles, une bonne image et échappent à ce mouvement de défiance. C'est un peu ce qui se passe d'ailleurs en politique quand vous comparez la défiance à l'égard des maires et à l'égard des ministres. Large défiance à l'encontre des ministres,
En revanche, le maire est un mandat qui reste très apprécié par les Français, PME et grandes entreprises, que ce soit dans le food ou dans d'autres secteurs d'activité. C'est un peu la même chose et c'est plutôt une note d'optimisme que je voulais partager avec vous. Oui, les PME ont une bonne image. Et autre note d'optimisme avant de passer la parole à Maurice, moi je considère que c'est plutôt une bonne nouvelle que la défiance soit plutôt macroéconomique que microéconomique. Pourquoi? Parce que quand vous vous inquiétez sur votre situation financière personnelle, eh bien, c'est difficile de faire repartir la consommation. En revanche, si l'inquiétude est majoritairement et principalement macroéconomique, je dirais qu'il y a des facteurs, des évolutions dans l'économie française qui peuvent assez rapidement faire repartir la consommation et assez rapidement faire baisser ce fameux taux d'épargne. Maurice, je te laisse la parole pour parler de choses plus intéressantes sur le food. Merci Hugues, je vous propose… Voilà, je t'interromps juste Maurice pour que je me permets de vous interrompre pour poser les questions qui remontent dans le fil du chat. J'ai oublié de le préciser d'ailleurs dans l'introduction. Je vous invite à poser, comme on est pas loin de 150, je vous invite à poser vos questions dans le fil du chat et on essaiera de les relayer au fur et à mesure aux différents intervenants. Et donc là, on a une question pour Hugues. Oui. Qui est, est-ce que cette défiance vis-à-vis des grandes marques food ne s'est-elle pas estompée avec le Covid, notamment en rapport avec ce qui se passe aux États-Unis où le consommateur semble s'être tourné massivement sur les grandes marques food and beverage pour se rassurer justement? Oui, alors c'est vrai. Enfin, moi, je ne souscris pas à l'analyse de la fin des marques. Au contraire, je pense que les marques, la qualité des marques, la force des marques, la puissance des marques est un facteur très important. Et Maurice pourra en parler mieux que moi. Moi, je crois beaucoup aux marques. Et donc là, ce discours qu'on entend parfois, nos logos, la fin des marques, je n'y crois pas du tout. Je crois qu'au contraire, c'est un facteur de résistance, de résilience pour les entreprises, que de nourrir leur marque, de la faire évoluer, que de faire en sorte que ces marques épousent les tendances que l'on constate aujourd'hui. Donc oui, les marques peuvent résister, à condition bien sûr de répondre aux nouvelles exigences des consommateurs. Et c'est vrai que la crise sanitaire a impacté les attentes, voire les exigences des consommateurs. Donc, il y a, si vous voulez, il y a je suis intervenu il n'y a pas longtemps dans un lobby des grandes entreprises agroalimentaires françaises. Et quand je leur parlais de cette défiance à l'égard des grandes entreprises, je les voyais un peu désespérés et me dire, mais finalement, nous, on est des grandes entreprises industrielles. On est des industriels. Et donc, comment on fait pour finalement s'en sortir et répondre à ces attentes des consommateurs? Mais je leur disais, mais ce n'est pas parce que vous êtes une grande entreprise industrielle que vous êtes forcément condamné, au contraire. Et je leur citais, alors il y a plein d'exemples, mais bon, l'exemple que je leur ai cité, c'est Michel et Augustin, finalement. Michel et Augustin, aujourd'hui, chez Danone, c'est considéré que c'est une grande entreprise industrielle, mais qui a su, à travers une marque forte, à travers une marque qui épouse les tendances, les exigences des consommateurs, qui a su magnifiquement réussir. Donc, je crois qu'il y a des moyens, il y a des solutions, il y a des actions qui permettent aux marques, qu'elles soient issues de PME, de start-up ou de grandes entreprises, il y a des moyens, des solutions et des voies pour s'en sortir. Donc oui, j'ai plutôt envie de répondre, oui, soyons positifs, soyons optimistes. Merci. Maurice, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Je suis également vraiment ravi et très honoré d'avoir l'opportunité d'échanger avec vous ce matin. Je vous propose maintenant de faire un focus, on va dire, sur le consommateur français. Et donc, pour comprendre l'impact de la crise sur le e-commerce alimentaire, ce que je vous propose, c'est de nous intéresser aux motivateurs réellement structurants qui vont dicter les comportements des consommateurs en matière d'alimentation en général et qui vont également orienter le choix d'un canal de distribution tout simplement. Donc, je vais partager avec vous les tendances repérées au fil de nombreuses études innovation qu'Opinionway réalise, notamment particulièrement sur des tests de concept, beaucoup de tests de packaging, des tests également de nouveaux produits à domicile pour des industriels dans l'univers du food de façon générale. Alors,
chez Opinionway, nous nous intéressons beaucoup en fait aux early adopters, à cette cible donc de consommateurs early adopters de nouveaux produits alimentaires que l'on identifie à partir d'une batterie d'indicateurs de scoring et qui vont être bien sûr susceptibles de préfigurer les tendances fortes de demain et qui nous guident également, ce qui est important aujourd'hui, sur l'évolution de ces tendances. Dernier petit point méthodologique, et après je ne vous embête plus avec cela, juste pour aller à l'encontre de certaines idées reçues que j'entends assez régulièrement de la part des industriels. Ne vous imaginez pas les early adopteurs de produits alimentaires en France comme étant essentiellement des jeunes ou encore des personnes à la recherche d'ultra-originalité, voire des geeks. En fait, nos études démontrent que l'on retrouve des early adopters parmi toutes les strates d'âge, toutes les strates sociales et tout le registre de valeurs, par exemple. Ce sont simplement, en fait, ce qu'il faut retenir, ce sont simplement des consommateurs plus exigeants vis-à-vis de leur alimentation, qui ne vont pas hésiter, eux, à changer leurs habitudes dès qu'ils vont trouver mieux ailleurs. En cela, on dit qu'ils ont une très faible inertie au marché alimentaire. Ils vont systématiquement se reposer la question du sens et de la valeur. Quel produit est le mieux pour eux? Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, ce que nous dévoile cette analyse de early adopter que l'on fait en continu au fur et à mesure de nos études et au fil de ces études innovation, c'est que les consommateurs se comportent de plus en plus dans leur rapport à l'alimentation comme des citoyens. Ils sont de plus en plus en quête d'une alimentation de qualité, de transparence, mais également d'un mode de production et de consommation, on va dire, plus responsable. Alors, quels sont les 4 tendances montantes que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui pour illustrer, on va dire, ces tendances et ces motivations de fond? On a tout d'abord la qualité. En premier lieu, et tout particulièrement sur le registre gustatif, apparaît bien sûr comme la préoccupation prioritaire pour la majorité des consommateurs français lorsqu'ils vont choisir un produit. Mais ce qui s'est renforcé là avec la crise, c'est qu'aujourd'hui, l'immense majorité des Français considèrent que la qualité gustative est fortement corrélée, fortement liée au local et au circuit court. Donc l'attrait pour le locavore et surtout pour ce que l'on appelle la francité, plutôt d'ailleurs, je dirais que le Made in France ne cesse de croître au fur et à mesure des années. Juste un petit focus à l'opposé de la francité. On travaille également beaucoup sur le désir d'escapisme alimentaire. Il n'est pas remis en cause par la crise, mais ce que l'on voit, c'est qu'il nécessite d'être désormais beaucoup mieux accompagné par les industriels et par les fabricants, par des gages de réassurance forts. En cela, on peut dire que les consommateurs ont été tout de même assez fragilisés par la crise sur ce sujet-là. Voilà. Au-delà du registre gustatif, la qualité de production s'avère également être une attente très forte, qui est souvent et de plus en plus d'ailleurs corrélée et liée à la santé, tendance qui, sans surprise, s'est considérablement accrue et renforcée pendant la pandémie. Donc, dernière illustration de cette tendance, le comportement des flexitaristes, dont Opinionway mesure la progression régulière dès avant la crise, d'ailleurs, et qui ne cesse également de s'accélérer et que de nombreux fabricants regardent avec une attention de plus en plus particulière, on va dire, sur cette population, très intéressante pour eux. Voilà. Deuxième tendance, la demande de transparence. Voilà, le consommateur, il est de plus en plus avide de savoir ce qu'il va vraiment trouver dans son assiette. Il développe réellement un sentiment de méfiance de plus en plus marqué vis-à-vis des marques. Les consommateurs, évidemment, sont aujourd'hui très éduqués, très informés. Ils refusent désormais ce qui se passait il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Ils refusent le discours descendant des marques qui demandait auparavant une espèce de blanc-seing, tout simplement. C'est réellement terminé. En cela, l'ascension fulgurante de Yuka est pour moi l'illustration parfaite et s'est renforcée effectivement durant la crise. Il est vrai que désormais, le consommateur attend des preuves de ce que les marques lui affirment. Les fabricants, on le voit, sont de plus en plus poussés au marketing de la preuve.
on le voit dans nos études, ce sont des éléments du mix marketing qui sont de plus en plus challengés de la part des consommateurs et qui vont être de plus en plus importants dans la décision d'achat. Ce que cela veut dire, c'est que eh bien, les fabricants sont de plus en plus poussés à affûter ce que l'on appelle les RTB, hein, donc les Reason to Believe en bon français, donc la preuve de ce que l'on annonce. C'est un changement de paradigme hein, pour les fabricants. Ils doivent désormais être très transparents, en quelque sorte ne plus rien cacher. Et cela, pour eux, ça nécessite souvent un changement fort de logique industrielle, hein, que ce soit sur le sourcing des matières premières, sur la conservation des produits, par exemple, ce qui représente pour eux des décisions assez lourdes. Donc, prouver ce que l'on annonce, c'est réellement très, très engageant pour les industriels pour évidemment suivre cette tendance des consommateurs. Troisième tendance, la consommation responsable. Là aussi, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à attendre des engagements des marques en matière d'environnement, que ce soit de la production équitable et responsable, de la production locale, du respect environnemental, le moins d'emballage, qui cristallise énormément les attentions en ce moment, voire les packaging recyclables. Et très récemment, de plus en plus, le bien-être animal, hein, tendance qui commence à supplanter les attentes environnementales auprès des moins de 35 ans, donc qui va forcément encore se développer de façon grandissante. Je voulais m'arrêter juste un instant sur le bio. On le voit dans nos études, on fait énormément d'études sur le bio. Ce n'est pas une promesse, à mon sens, suffisante pour soutenir la perception d'un produit responsable. Ce qu'il faut savoir, et c'était le cas déjà il y a une quinzaine d'années, hein, lorsqu'on faisait des études sur la thématique du bio qui était on va dire un peu naissante à l'époque, le bio a toujours une espèce d'image un peu froide, un petit peu technique, presque, on va dire, un peu égocentré en termes de bénéfices. Voilà. Si on résume, c'est uniquement bon pour moi, pour ma santé, un petit peu pour l'environnement. Donc là, c'est un peu discutable. En effet, sur l'environnement, se pose la question de la provenance du produit et de son mode de transport. Donc, pas forcément bon pour l'environnement. Donc, le bio, en quelque sorte, a du mal à véhiculer une certaine dose d'émotionnel, de chaleur, et on peut dire que la promesse d'un produit bio va être largement aujourd'hui sublimée si l'on promet également du local ou de l'équitable qui vont permettre d'ancrer le produit à la fois vers plus de terroirs et parler aussi à des femmes et des hommes qui vont produire ces aliments, thématique qui va être très très chère hein, aux yeux de nos early adopteurs. Merci Maurice. Est-ce que avant de passer comme le temps, je me fais aussi le rôle d'être timekeeper de ce webinaire pour libérer tout le monde à temps. Avant de passer la parole à Pierre Sang, une question par rapport à la thématique de ce webinaire, c'est en termes de e-commerce, est-ce que tu as pu voir un vrai changement d'usage, notamment pour faire ses courses alimentaires? Est-ce que massivement, le e-commerce a touché de manière durable le comportement alimentaire des consommateurs? Maurice? Hugues? Pardon. Pardon. Tu as entendu ma question ou pas? J'ai été coupé. Je la répète. Merci beaucoup. Est-ce que le e-commerce, c'est un vrai changement de comportement durable des consommateurs aujourd'hui? Oui, on l'a bien vu pendant la crise, évidemment, et je pense que les 3 témoignages, les 3 retours d'expérience qui vont suivre vont bien nous le démontrer. Est-ce que toi, dans les études que vous avez pu réaliser, vous constatez que c'est une vraie tendance de fond? Oui, c'est une tendance de fond, on va dire, au-delà de l'opportunité et de l'effet domaine lié, on va dire, au confinement. Le e-commerce va en cela répondre à ces 3 attentes que j'ai évoquées et également une dernière attente qui va être, on va dire, une espèce d'ultra-praticité du moment. Aujourd'hui, on est de plus en plus sur une consommation de zapping. Qu'est-ce que je vais vouloir manger à midi? Donc, on est vraiment très impulsif
impulsif par rapport à ses attentes de consommation alimentaire. Et en cela, non seulement sur la qualité, la demande de transparence et la consommation responsable, grâce, on va dire, à l'explosion de nombreux petits acteurs spécialistes du e-commerce, ça permet de répondre à cette tendance de fond. Et puis, dernier point, sur, on va dire, la praticité pour avoir des produits adaptés au moment. Eh bien, évidemment, on pense aux agrégateurs en ligne de livraison à domicile qui permettent, on va dire, de surfer totalement sur cette vague et qui répondent parfaitement à cette envie du moment, cette ultra-praticité qui est assez nouvelle à mon sens et qui est bien répondue par le e-commerce. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Il y a eu d'autres questions dans le fil. Ce que je vous propose, c'est que malheureusement, à cause du temps, on ne pourra pas les relayer toutes, mais on fera une restitution à l'issue de ce webinaire où on demandera aux intervenants de répondre aux questions qui n'ont pas pu être, auxquelles on n'a pas pu apporter de réponse en direct. Pierre Sang, je vais te passer la parole. Ça va être à toi pour nous raconter un peu justement comment l'histoire de Bibimbap Express et justement ce qui fait un peu le succès de l'offre aujourd'hui auprès des consommateurs et nous raconter un peu la trajectoire du développement que tu es toujours en train de mettre en place. Je vais partager les slides, ça va être assez rapide et je te passe la parole. C'est à toi. Ah, tu as le micro coupé. Attends, je te réactive. C'est bon. Tu m'entends là? Oui, on t'entend. Non, je tiens à remercier quand même Laurent Plantier, qui me conseille beaucoup, aussi Perrine, toute l'équipe de French Food Capital, parce que c'est des gens qui sont des mentors pour moi, que je suis depuis très longtemps et ça me motive de plus en plus. Voilà. Là, vous allez pouvoir voir un petit slide des restaurants. La petite histoire, c'est que c'est grâce au restaurant que j'ai développé le Pierre Sang Express. D'un constat simple, c'est que les restaurants marchent très bien, avec des prix doux, on va dire, une clientèle locale, beaucoup d'étrangers aussi. Et surtout, je suis une personne qui est très curieuse, qui se met toujours en veille. Et l'idée de ce Bibimbap Express, en fait, est venue d'essayer de proposer une offre différente du fast-food dans mes restaurants pour qu'on puisse leur proposer des produits frais, qu'ils aient envie de découvrir mon histoire, cette adoption entre la France et la Corée, et surtout être accessible à un plus grand nombre, ce qui est quelque chose d'essentiel pour nous. Je parle de nous parce que sans mes équipes, j'en serais pas là. On peut parler de ma famille aussi, ma femme, tout le monde. Toutes ces choses-là prennent du sens dans mes projets et racontent un peu mon histoire. Après, je sais pas ce que je peux dire, mais c'est déjà... Tu veux nous raconter comment tu as conçu l'offre justement de Pierre Sang Express? Parce que ce qui est frappant, c'est que tu as une offre très courte qui semble particulièrement adaptée en termes à la livraison et même en termes de modèle économique. C'est-à-dire que tout le monde sait effectivement que la livraison sur Deliveroo, ça a un vrai coût. Et comment tu as pu construire justement ton offre pour que ça soit particulièrement adapté à ce modèle-là? Je pense que c'est beaucoup de travail, hein, comme tout le monde qui est là aujourd'hui. Il n'y a pas de secret. Après, je pense que moi, c'est parti, on va dire, c'est parti quand même via, on va dire, la conscience et la non-conscience. Non, je pense qu'il faut qu'on est meneur lorsqu'on a des équipes derrière. Déjà, d'une part, pour moi, c'est d'être super bien entouré. Perrine, vous savez très bien que je suis entouré. Beaucoup de femmes. Je pense que c'est pas un hasard. À côté, j'ai la chance de connaître pas mal de mentors qui m'ont toujours donné la niaque. Cette niaque, cette volonté de vouloir atteindre un rêve ou des rêves. Moi, ce qui concerne, c'est de pouvoir aider les jeunes. Voilà. Et par rapport à mon métier, de dire que peut-être avec un peu de travail et beaucoup de volonté, on peut réussir à offrir, à apporter un peu de bonheur et surtout, je pense, un bon rapport qualité-prix. Ça, c'est essentiel. Et sur ce bibimbap avec une carte très courte,
Ça résume un peu mon idée pour le moment, je dis bien pour le moment, où on essaie d'avoir un rapport qualité-prix qui soit voilà, intéressant pour mes clients. Ça, c'est important. Et pourquoi donc aujourd'hui l'offre, tu as 3 bibimbap plus 3 formules Oui, avec la boisson et le dessert. Et tout à effectivement, fait. à un prix, quand tu compares l'offre sur Deliveroo à un prix très compétitif par rapport à la qualité des produits que tu mets dedans. Euh, tu peux nous expliquer un peu à quelle fréquence tu renouvelles l'offre et nous raconter un peu, tu as décidé récemment de mettre en vente des produits que tu sélectionnes, un peu de charcuterie, pourquoi tu le fais, est-ce que ça marche et tu nous y dis un peu plus aussi sur le succès du bibimbap. Qu'est-ce qui fait le succès du bibimbap en termes de Alors, produits? je ne sais pas si tu peux faire passer des slides, Ouais, Perrine. j'avance. Voilà, peut-être c'est pas mal ça. Vous pouvez jeter un coup d'œil par rapport à l'histoire. D'où commence l'histoire? Euh, Là, je suis sur 15 000 projets. Beaucoup de gens me disent qu'il faut arrêter. Mais en fait, ces projets-là, c'est comme lorsque j'ai fait l'émission Top Chef. Ça me permet toujours d'avoir un coup ou deux coups, voire trois coups d'avance. Hier, j'étais à un événement privé où c'était très important. Et sur ça, en fait, je me suis rendu compte que le réseau est très important et que ça permet d'accélérer beaucoup de choses. Sur ça, les trois restaurants sont installés depuis, on va dire, 10 ans maintenant. L'offre takeaway, bibimbap, via Deliveroo ou Uber, je l'ai commencé il y a 4 ans. Je l'ai commencé sans eux. Je m'intéresse beaucoup, je suis très curieux, je regarde beaucoup et surtout, je pose beaucoup de questions. Et sur ça, il y a 4 ans, lorsqu'on a commencé les bibimbap, je le vendais pour les étudiants à côté du lycée. On les vendait à 7 euros. Et je me suis toujours dit, par rapport à, on va dire, au manifesto, à mon histoire, c'est important d'être accessible à un plus grand nombre. Et je me suis rendu compte que cette offre-là, beaucoup d'autres personnes, de clients du quartier d'Auberquin prenaient. Et au fur et à mesure, en embêtant mes chefs, parce que moi je suis chef, hein, et avec les trois restaurants bistrot, brasserie, gastro, je leur disais, voilà, c'est comme si on est dans un hôtel, vous faisiez du room service et vous servez de la nourriture une étoile, voire 2 étoiles, voire 3 étoiles Michelin. C'est vraiment l'idée de, en tant que leader, essayer de donner une projection et de savoir pourquoi ils font cela. Et depuis 4 ans, ben, si vous voulez, là, on va dire, pour accélérer, pendant la crise de Covid, on a ouvert 5 restaurants. J'ai pas le choix, comme beaucoup d'entrepreneurs, mais lorsque vous avez des emprunts à payer, c'est marche ou crève, quoi. Et moi, ce que je fais, ben, quand c'est comme ça, je cours. Et par rapport à ça, j'ai beaucoup de chance de passer et surtout de m'entourer et de personnes que j'adore, qui m'aident beaucoup à prendre la meilleure des décisions. Là, on sort un peu du contexte amoureux de la gastronomie, quoique. Je dis, on sort un peu du contexte. Ben, lorsque vous faites des menus dégustation étoilés, ça coûte très cher les produits. Je me suis dit, comment on peut utiliser ces produits-là pour essayer de partager un plus grand nombre, surtout à un prix voilà, qui bat toute compétition. Et c'est là où j'ai fait un gros travail avec mes équipes de sourcing, aussi avec mes fournisseurs, avec les producteurs, avec les paysans, dire voilà, j'ai un petit projet, peut-être ça va marcher. Et au fur et à mesure, grâce à vous, on va pouvoir voilà, peut-être vous permettre de partir en vacances plus souvent. Et c'est vraiment ce projet collectif qui est très important. Et la fidélité, c'est important ça, de croire. Voilà. Par contre, pour croire, c'est difficile. Il faut en chier. Et c'est vrai que par rapport aux échecs et par rapport à plein de projets que j'ai essayé de faire, ben, j'ai eu pas mal d'échecs aussi, Perrine. Et aujourd'hui, ben, on a 5 restaurants bibimbap. Donc au début, on vendait quoi? 10, 50. Et aujourd'hui, on en vend 3000 par jour. Et je prévois de faire des ouvertures cette année, septembre, octobre, par rapport à plein de questions. Et surtout, là, ben, je crois qu'il y a ma femme qui me suit. C'est important de continuer à vivre ce projet. Et sans ma femme, j'en serais pas là. Sans mes équipes aussi. Et par rapport à ce projet-là aussi, être soi-même, transparent. Et je pense aussi, ce qui est plus important avec la crise, bien rémunérer ses équipes. Ça, c'est essentiel pour moi. Tu nous racontes un peu l'histoire avec Deliveroo parce qu'au départ, effectivement, c'est parti à côté de tes restaurants, donc d'un point de vente de rue Gambé à côté des restaurants et tu fais la livraison à partir de ça. De là, Oui. et très rapidement, tu as pris le pari de Deliveroo Édition. Comment ça se passe avec Deliveroo Édition? Comment tu as pu réussir à maintenir la qualité?
Ah, ça, c'est une bonne question. Hein. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Tout simplement, j'embauchais 6 personnes, des experts dans leur domaine qui apportent leur savoir-faire et connaissances. Certains, ils travaillent avec moi depuis quelques mois, d'autres depuis 6 mois. Et là, je suis en train d'embaucher d'autres personnes qui vont apporter leur expertise. Je pense que c'est important de s'entourer des personnes meilleures que moi, qui ont travaillé avec les plus grands noms, les plus grandes marques, et qui peuvent l'adapter avec mes valeurs et ma petite histoire. Je pense que c'est important. Et c'est là où je pense qu'on va faire la différence. Soit on explose, soit on se casse la gueule. Voilà. Et c'est vrai que sur ça, moi, je me suis toujours dit, quand j'ai une idée en tête, autant essayer d'aller jusqu'à fond. Et si on se plante, on se plante. Mais je pense qu'il y a une très belle histoire et surtout de bonnes choses qui vont nous arriver parce qu'on s'autofinance. Et ça, c'est très important. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du partenariat que tu as avec Deliveroo, de ses conditions, parce qu'on voit bien que sans dévoiler des secrets de fabrique. Donc, je vous ai mis des slides, je vous ai mis d'autres choses. Partenariat, je ne sais pas s'il y a partenariat, non, mais tu réussis qui... quand même à être. En fait, Deliveroo, tout le monde, comme on est entre entrepreneurs dans ce webinaire, tout le monde sait effectivement que ça coûte, suivant ce qu'on arrive à négocier, allez, on va dire une trentaine de points et que à peu près 30%, et que c'est pas si facile que ça d'être mis en avant comme tu l'es sur Deliveroo. Et donc, qu'est-ce qui fait un peu quelles sont les clés de cette collaboration et qu'est-ce qui fait le succès de cette collaboration avec Deliveroo qui soutient aujourd'hui ton développement assez rapide, en plus évidemment de l'attrait de ton offre? Alors, je fais attention à ça. Est-ce qu'ils me soutiennent? Je suis pas sûr. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a des synergies. Les synergies sont bonnes lorsque les codes sont respectés, je pense. C'est important. On parle de 30%. 30%, vous savez très bien, ça veut tout dire et rien dire. Ouais. Si à la base, vous faites un très bon travail en tant qu'entrepreneur, cuisinier, normalement, 30%, ça ne représente rien. Quoi. C'est un peu comme à l'image de Top Chef et tout le reste. Je pense que lorsqu'on démarre, lorsqu'on commence une activité, il ne faut pas être trop gourmand. Nous, cette idée de bibimbap, c'est venu il y a 4 ans. Quoi. Au début, je ne vous raconte pas, on vendait 7 € l'offre. Vous imaginez 7 € plus on offrait une boisson. On ne gagnait pas d'argent. Je n'ai pas forcément suivi d'études de marché ou de business plan. Par contre, je m'intéresse beaucoup à ce qui se fait. Et je pense qu'on est très agile. Et j'arrive et j'essaye surtout, via les rencontres, l'expérience de beaucoup de mentors, essayer de prendre une bonne décision et surtout faire quelque chose qui nous ressemble. Quoi. Et je pense que c'est ça qui plaît à Deliveroo, c'est-à-dire qu'il y a à la fois du respect et de la crainte. C'est qu'ils sont très contents. On fait 3000 bibimbap grâce à eux, mais ils savent qu'on peut passer du jour au lendemain chez un autre concurrent. C'est ça qui est important. Faites attention à ça. Et ça, ça se fait automatiquement. Déjà, ça peut se faire dans la discussion, dans la simplicité. Et surtout, il faut bien faire attention d'être le plus juste possible. Et là, on a ouvert à Londres. Et c'est vrai qu'à Londres, pour l'instant, ça marche un peu moins bien. Mais moins bien, ça ne veut rien dire, je pense, parce qu'on vient juste d'ouvrir depuis, on va dire, 1 mois et demi. Peut-être on aura une belle surprise à la fin d'année. On ne sait jamais. Alors, c'est quoi les projets? Je le vois sur ta frise. C'est quoi les projets à venir? Tu parles de Londres. Aujourd'hui, tu vas ouvrir 5 nouvelles cuisines avec Deliveroo Édition? Non, on a prévu de faire pas mal d'ouvertures avec eux. Ouais. Là, pour vous dire, je suis en train de renégocier les contrats pour l'année prochaine. En train de faire le point sur ça. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, Perrine, c'est pour ça que j'en ai pas parlé tout de suite, on essaie d'avoir une diversification et il y a quelque chose qui me plaît de plus en plus parce que j'essaie de répondre à la demande des clients, c'est d'essayer de pouvoir gérer de la graine à l'assiette. Ça, c'est vraiment hyper intéressant et dans mon métier, on essaie de faire ça et on essaie de bosser avec les meilleurs, on va dire, fournisseurs, avoir des bonnes relations avec ces gens-là pour qu'on puisse développer nos gammes de produits avec ces personnes-là. Et surtout, faire vivre cette expérience à mes clients qui viennent manger dans les restaurants. C'est ça qui est important, c'est cette fidélité-là. Et nous, on s'est rendu compte que
grâce aux 3 restaurants plus le Pierre Sang Express pendant le confinement, ils nous ont jamais quittés, ils nous ont jamais lâchés et surtout, ils nous ont trouvés cohérents. Il y a une question qui arrive sur le fil qui demande est-ce que ton développement ne passera que par des ouvertures en dark kitchen ou est-ce que tu as d'autres modèles de développement sur Pierre Sang Express en tête? Hier, j'étais avec Monsieur Bazin. On a ouvert un restaurant à l'hôtel Pullman. On est en train de voir différentes possibilités. On n'exclut rien pour l'instant. Ce qui est le plus important, c'est qu'on maintient cette qualité. C'est très, 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 très important. Et c'est très compliqué. C'est pas comme dans un restaurant. Gérer des sites dans les dark kitchen ou dans le takeaway, c'est une autre, on va dire, c'est une autre compétence qui est vraiment un challenge pour moi. Et moi, j'adore les challenges. Et alors, pour un peu conclure, Pierre, c'est Oui. quoi ta vision justement de l'avenir de la livraison, d'autant plus que là, tu as réouvert tes restos. Du coup, est-ce que tu penses que cette tendance de la livraison qui a vraiment explosé pendant l'année qu'on vient de vivre, est-ce que tu penses que ça va se ralentir, ça va continuer sur la même tendance? C'est quoi ta vision du marché? Je pense que ma vision du marché, c'est qu'il faut savoir tout faire. Il faut savoir tout faire. Donc aujourd'hui, pour être restaurateur, ça veut dire savoir faire de la restauration sur place et faire de la livraison. On n'a plus le choix quand on est restaurateur. Alors, il faut être fidèle à ses clients. On oublie souvent ça. Nous, depuis maintenant, ça fait 10 ans qu'on est installés. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est incroyable de pouvoir plaire à autant de personnes. Que ce soit les enfants, que ce soit les parents, que ce soit les grands-parents. Cette fidélité-là est la chose la plus importante. Nous, on le voit sur les réservations, on le voit sur les commandes. Ça, ce qu'on dit derrière une marque, quoi. Mais c'est essentiel. Ne jamais trahir ses clients. C'est pour ça qu'on a toujours, pour l'instant, essayé d'être accessible à un plus grand nombre via le prix, via la qualité des produits. C'est très important. Et dans cette gamme-là, il n'y a pas beaucoup de chefs aujourd'hui qui le font. Voilà. Tu leur conseilles de s'y mettre? En mot de la fin. Il y a une chose que je me suis rendu compte, c'est que moi, je n'avais pas le choix parce que s'il se passe quelque chose au restaurant, c'est moi qui vais récolter les fruits, quoi, entre guillemets. Hein. Pas que les fruits. Hein. Les gros problèmes. Hein. Et non, c'est qu'à un moment donné, il faut assumer son rôle à fond, je pense. À fond, à fond, à fond. On n'a pas le choix. À un moment donné, s'il se passe quelque chose, voilà, c'est pour vous. Donc, autant savoir tout faire pour avoir moins de soucis auprès des banques, poser des problèmes à votre famille, poser des problèmes à vos collaborateurs. À un moment donné, il faut y aller. Et moi, j'ai que hâte, voilà, comme mes clients, de réouvrir les restaurants. Mais pour l'instant, il faut être flexible, il faut faire comme tout le monde. Et surtout, là, vous voyez, les restaurants, pour l'instant, on ne les a pas ouverts pour l'instant. On prend le temps. Je pense que dans l'urgence, on fait beaucoup d'erreurs. Et surtout, en ce moment, j'essaie d'ouvrir mes yeux et de voir ce qui se passe. Et surtout, comment on peut être différent des autres. Merci. Merci, Perrine. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je vais passer la parole. Ah ben, il y a la belle photo de l'équipe pour conclure. Je vais passer la parole à Paul. Eh ben, qui va nous parler un peu de la belle vie. Eh ben, donc là, autre modèle, mais je te laisserai te présenter, modèle d'épicerie en ligne, mais je pense qu'autour du webinaire, je pense que tout le monde a entendu parler de la belle vie. J'espère en tout cas. Et donc, je suis ravie de te donner la parole. Évidemment, de mon ami Edouard Branche. En tout cas, merci beaucoup, Pierre Sang, pour ton témoignage. Il y a quelque chose que pour connaître un peu épicerie, il n'y a pas de business digital, en fait. Il y a du business et surtout, le business, c'est prendre soin de ses clients et de mettre beaucoup d'authenticité. Et on l'a bien senti dans le témoignage de Pierre. Et je pense que c'est l'essentiel et c'est ce qui fait le succès de toute entreprise. C'est la force, c'est le caractère, c'est les émotions, c'est l'amour qu'on peut mettre dans notre produit. Et j'ai été très, très content d'écouter
ce joli témoignage et ces jolies descriptions de Pierre Sang. Parce que on parle beaucoup encore une fois de digital, mais la vérité, c'est peu importe le business, il faut prendre soin de ses clients et être authentique. Voilà. Donc du coup, je suis Paul Lé, cofondateur de La Belle Vie. Je suis une épicerie en ligne. On livre les courses en 1 heure, ce qui est très long aujourd'hui apparemment. Sauf qu'on a un catalogue de 15 000 produits aujourd'hui. C'est plus long que pour livrer des bibimbap, pardon. Ouais, exactement. Exactement. 15 000 produits. La particularité, c'est qu'on livre beaucoup de produits frais, une grande offre de fruits et légumes, une belle boulangerie, une boucherie, une poissonnerie et tous vos produits du quotidien. Et encore aujourd'hui, on a augmenté la gamme avec des produits non food, des produits lifestyle. Donc, vous pouvez acheter des petites bougies, vous pouvez acheter des petites boîtes à bento, ce genre de choses avec différentes grandes marques et parfois des jolis DNVB qui élargissent leur scope de livraison. Voilà, grâce à nous. On a créé la boîte il y a 6 ans, en 2015. Et aujourd'hui, l'entreprise, c'est une entreprise de quasiment 600 personnes maintenant. Voilà, je pense qu'on va pas tarder à les atteindre la semaine prochaine. Je suis quelqu'un qui parle de chiffre d'affaires parce qu'évidemment, on fait du business et parler de levée de fonds, c'est bien, mais la réalité, elle est cash to cash et je parle de chiffre d'affaires. Donc, on espère atteindre les 80 millions de chiffre d'affaires cette année. Donc, je crois qu'on est plutôt bien parti. On a évidemment une grosse croissance grâce au Covid, même si avant ça, on faisait quand même 100% de croissance tous les ans. Mais le Covid, forcément, a accéléré l'adoption des services comme le nôtre. Et même après le Covid, les gens continuent à utiliser notre service et j'en suis le premier avis. Comment est-ce que l'on fait ça? On anime des entrepôts, des dark stores. Je pense qu'on était les premiers à utiliser ce terme-là il y a quelques années. Des dark stores de 1500 mètres carrés. Aujourd'hui, on en a 3 dans Paris, aux alentours de Paris. On a aussi une dark kitchen, sauf qu'elle livre pas les plateformes Deliveroo et Uber Eats, elle est chez nous. Donc, c'est un laboratoire de 1500 mètres carrés où il y a 10 chefs, un chef thaï, un chef italien, un chef de la cuisine française, un Libanais. Et on cuisine avec des bons produits de La Belle Vie et on livre nos entrepôts. Et à partir de ces entrepôts-là, on va faire le dispatch chez nos clients. Voilà comment on fonctionne. Voilà, si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Non, la question, c'est que peut-être que tu peux nous expliquer un peu ce qui fait les facteurs clés de succès de ce modèle, parce que moi, je connais un petit peu la Belle Vie et effectivement, je sais que c'est pas si facile sur ce métier d'épicerie en ligne sans avoir un certain volume de trouver un modèle rentable parce que la logistique, notamment la logistique du dernier kilomètre, peut coûter cher. Et toi, tu as quand même mis en place une organisation logistique très, très pilotée de manière très efficace. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? C'est ça. Donc, du coup, nous, nos entrepôts, on stocke tous nos produits. Donc, on va pas faire le picking. On est des vrais retailers. Donc, on achète notre stock et on stocke donc dans notre entrepôt. Donc, on porte la valeur du stock. On achète et on revend. Sauf qu'on n'a pas de magasin. On fait de la livraison. Évidemment, gérer des entrepôts avec autant de références et autant de produits avec de différentes températures, différents cycles de vie aussi. Okay, c'est pas juste livrer des livres, c'est parfois livrer des huîtres, c'est parfois livrer des pots de basilic frais. Et tout ça, il faut savoir le gérer. Donc, depuis le premier jour où on a créé cette entreprise-là, on est parti d'un constat simple, c'est que on ne pouvait pas à l'époque s'appuyer sur des services de livraison de grands retailers pour fournir une bonne expérience client. Donc, on a décidé de créer notre propre logistique. Et cette propre logistique-là est aujourd'hui orchestrée par notre ERP, notre logiciel, qui va gérer tous les moments de la vie logistique de l'entreprise. Et c'est quelque chose qui est complètement adapté. Et chaque problématique aujourd'hui de nos entrepôts de logistique est processée et
est monitoré et orchestré par notre logiciel. Finalement, quand on a démarré il y a 6 ans, on a remarqué une chose, c'est que la logistique, c'est très simple. C'est très simple, mais en fait, ouais, je sais. C'est très simple, mais en fait, c'est ce qui la rend compliquée, c'est la somme de toutes ces choses simples. C'est-à-dire qu'en finalement, mettre une courgette dans un sac, mettre des paquets de chips dans un sac, acheter les sacs, etc. C'est plein de petites choses simples, mais qu'il faut savoir assembler et il faut savoir orchestrer. Et aujourd'hui, bah, le logiciel permet de faire ça. Euh, et on n'a pas eu le choix, d'autre choix que de le créer nous-mêmes, puisqu'à l'époque, évidemment, on n'avait pas, on a fait le tour des logiciels et on n'a pas trouvé de choses adaptées. Et aujourd'hui, la vraie, euh, ce qu'il y a derrière la belle vie, c'est évidemment beaucoup de logistique, mais cette logistique-là est appuyée par le logiciel et c'est sur ça qu'on investit énormément. Maîtriser toute logistique nous permet aussi de maîtriser toute la chaîne de valeur. Donc, toutes ces petites choses simples-là, on va les regarder, on va regarder ses coûts, on va essayer de les optimiser. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on a un modèle rentable et on atteint des chiffres d'affaires qui sont équivalents aujourd'hui aux retailers historiques, voilà, en LAD. Justement, c'est une bonne transition. Tu nous parles un petit peu de ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire, parce que t'as connu t'as connu pour le coup un vrai boom, pour reprendre le thème de ce webinaire, un vrai boom de croissance et qui se continue encore aujourd'hui. Tu nous racontes ce qui s'est passé et ta trajectoire de développement, parce que Ouais, je sais que tu vas aussi augmenter le nombre de références pour continuer à développer, que tu as des partenariats qui sont en effectivement. cours. Tu nous racontes un peu tout ça? Alors effectivement, donc du coup, on crée la boîte il y a 6 ans, il y en a toujours une croissance plutôt saine et sur laquelle on était toujours très content. Effectivement. Et puis l'année dernière, donc en mars 2020, euh, il y a le Covid et tous les magasins ont fermé et c'était quand même assez dur d'aller faire ses courses. L'expérience en magasin a été très compliquée. Il fallait faire la queue devant les magasins, avoir 1 mètre de distance euh, avec tout le monde, porter des masques qu'on n'avait pas forcément encore à l'époque, euh, avec des jauges dans les magasins, avec du gel hydroalcoolique qui n'était pas disponible partout. Donc évidemment, beaucoup de consommateurs se sont tournés vers les services de livraison de courses. Et là, on s'est aperçu de deux choses, c'est-à-dire qu'il y avait le monde des anciens qui avaient bâti leur logistique très dure, très rigide, et qui n'ont pas su absorber la croissance. Donc, sur les services de livraison, sur les drives, parfois, il fallait attendre des semaines avant de pouvoir recevoir son colis ou aller chercher son colis au drive. Et puis, il y a eu des sites comme La Belle Vie, comme Épicerie, qui ont bénéficié de cette croissance-là. Et notre logistique pensée de manière extrêmement agile a permis d'absorber cette croissance-là. Donc, très concrètement, nous, on livre les courses en 1 heure, mais au pire du Covid, on a livré les courses en 24 heures, où certains de nos concurrents historiques et des retailers livraient, il fallait attendre potentiellement 15 ou 21 jours avant de recevoir leurs courses, parce qu'ils étaient capés et ils n'avaient pas cette agilité pour grandir. Voilà. Donc, on a absorbé 400% de croissance en vrai en 2 semaines. Et tout au long de l'année dernière, on s'est efforcé de restructurer nos process, de restructurer nos logistiques. On est passé d'une boîte qui était sur un run rate de 10 millions d'euros, on est passé sur un run rate de 4 millions d'euros. Donc, en logistique, c'est pas comme du SaaS. Il fallait, c'est pas aussi facile que d'ouvrir des serveurs parce qu'on a trop de connexions. Il fallait tout rebâtir et rebâtir évidemment notre bottom line, faire en sorte que notre business soit rentable. C'est très facile d'avoir une top line et de prendre l'argent en DVC. Ça, c'est pas notre philosophie. Notre philosophie, c'est quand même de bâtir un business qui est rentable et qui a une vraie valeur ajoutée dans le futur et qui est résilient. Donc, ça, c'est une chose. Après, tous nos produits, évidemment, ils viennent de différents fournisseurs. Aujourd'hui, on a 200 fournisseurs différents qui livrent nos entrepôts. OK? Et on a cette offre de PGC, de marque nationale, et on a réussi à faire un deal avec les associés de Système U
Donc aujourd'hui, nos produits de PGC, on les achète à la centrale d'achat Système U. Donc je crois que c'est un deal qui est assez rare entre les startups et les retailers. Sachez que ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est des discussions que j'ai commencé avec Système U en 2018 et c'est qu'au fin 2019 où on a commencé à pouvoir plugger nos opérations. Et évidemment, aujourd'hui, on discute beaucoup avec eux. On s'améliore grâce à eux. Ils s'améliorent aussi grâce à nos retours et ils retrouvent un peu d'esprit d'agilité et ce qui fait un partenariat assez simple. On a aussi d'autres partenariats exclusif aussi, typiquement avec la Grande Épicerie de Paris, où la Grande Épicerie de Paris, on est un canal de distribution pour eux sur l'e-commerce et aujourd'hui, on est les seuls à savoir faire ça et on livre vraiment toute la marque la Grande Épicerie en produits secs, en produits frais aussi et en pâtisserie. Aujourd'hui, on livre des petites pâtisseries de la Grande Épicerie et c'est aussi un challenge logistique parce que faire livrer des belles pâtisseries avec des choses montées dessus sans les casser. Edouard, il fait ouais, c'est très dur. Tu confirmes? Eh ben, c'est aussi un challenge technique. Mais en vrai, c'est très simple. Il faut se prendre soin de la pâtisserie et la mettre dans le sac. Mais quand tu fais ça 3000 fois par jour et avec 300 personnes différentes, donc avec des milliers de gestes différents, ça rend les choses extrêmement difficiles. Mais c'est sur ça qu'on travaille, c'est sur ça qu'on a plaisir, parce qu'encore une fois, bah, comme le disait Persang, c'est des bons produits à mettre dans nos frigos, dans nos assiettes, dans nos bouches, dans notre estomac. Et c'est ça le plus essentiel. Et l'essentiel, c'est d'avoir des clients heureux. Et, euh, et derrière, ce sont que des défis technologiques et logistiques que l'on monte. Et c'est ça qui rend notre vie passionnante, je pense. Voilà. Il y a une question pour toi, Paul, qui est intéressante, qui est comment, par rapport à ce développement, comment tu gères les pertes? Et est-ce que Bien sûr. tu accepterais de partager des chiffres et des retours d'expérience avec Bien sûr, avec nous? bien sûr, aujourd'hui, en termes de loss, les pertes, si on doit se comparer à d'autres services e-commerce ou même à la grande distribution qui sont entre 3 et 4%, nous, on est plutôt sur du 1 ou 2%. Encore une fois, on a développé tout notre ERP logistique from scratch. Donc, on a appris beaucoup de nos erreurs, évidemment. Au début, ben, on gaspillait de la viande, on gaspillait des fruits et légumes, et ça, on savait que ça ne peut pas durer. Donc, on a essayé de trouver tous les meilleurs process et tous les meilleurs garde-fous technologiques pour faire ça. Donc, aujourd'hui, on a un OMS. Donc, faut comprendre que notre entrepôt, en fait, c'est comme un data center. C'est-à-dire qu'on sait tout ce qui se passe à l'intérieur et on sait aussi la qualité de notre stock et la taille de notre stock. Et notre stock est connecté à tous nos fournisseurs. Et tous nos fournisseurs, s'ils livrent pour A pour B, par exemple, il va recevoir un email à minuit en disant, écoute, je veux 5 kilos de tomates et 4 mangues, par exemple. Voilà. Et, euh, et, et quand on fait un peu trop de pertes, on l'inscrit dans notre logiciel avec des couches de deep learning. Voilà, on commence à mettre des couches d'intelligence artificielle. Et finalement, on a nos entrepôts qui essayent qui passent des commandes quasiment automatiquement, assez justes pour faire le moins de pertes possible. Okay. Et quand il y a de la perte sur les produits frais, parce que c'est surtout sur ça qu'il y a de la perte, n'oubliez pas qu'on a un laboratoire de 1500 mètres carrés. Donc aujourd'hui, quand j'ai une mangue qui est un peu moins bonne, mais qui est totalement comestible et qui est encore belle à l'intérieur et un peu moins à l'extérieur, parce que nos clients veulent des belles choses à l'extérieur, eh ben on va les passer, on va les couper, on va faire des mangues coupées en morceaux et on va les mettre dans des salades de fruits, par exemple. Et ça va faire des jolies salades de fruits bien fraîches. On va faire de l'ultra frais produit nous-mêmes. Et ça nous permet de réduire nos coûts de perte sur les produits frais. On fait ça sur les fruits et légumes, on fait ça aussi sur la viande, on fait ça sur les poissons. Voilà, parfois, vous allez sur la belle vie, vous allez voir un couscous de la mer, et c'est parce qu'une fois, bah, notre logiciel a déconné et a acheté trop de poissons. Ça peut être ça. Donc, donc évidemment, on a cette cuisine qui nous permet de retraiter les choses, mais finalement, on ne fait que faire ce qui existait déjà à la grande distribution, sauf que grâce à notre logiciel, on arrive à affiner les choses, on a un peu plus de focus et un peu plus de prédiction grâce à nos logiciels. Voilà.
Justement, d'ailleurs, il y a une autre question comment tu as fait le choix de cet ajout de fonction restauration? Parce qu'effectivement, par rapport à un modèle de retail, que c'est un modèle différent. Donc là, C'est très simple. En fait, c'est depuis le début, pour ceux qui nous suivent depuis quelques années, ils savent qu'on a une offre de plats chez La Belle Vie. En fait, il faut que ce soit en France ou aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est un peu plus flagrant qu'en France, mais quand vous allez dans les grandes surfaces, vous avez toujours une offre de plats. Par exemple, quand on va à Carrefour, par exemple, vous allez passer devant le rayon boucherie et en fait, à côté, vous allez avoir une rôtisserie. Voilà. C'est un peu la même chose. Et aux États-Unis, quand vous allez chez Whole Foods, vous allez faire vos courses, vous allez faire vos fruits et légumes, vous allez acheter vos ketchup, machin, etc. Et à la fin, vous allez avoir vos food court. L'expérience La Belle Vie, en fait, c'est pas juste une expérience d'épicerie, c'est une expérience de rue du commerce. C'est-à-dire que vous allez avoir votre primeur, vous allez avoir votre boucher, et juste qu'on l'a digitalisé et on porte notre. Il y a moins de charme que la rue du commerce. Je suis d'accord avec toi, Edouard. Évidemment, il n'y a pas de ce charme-là et je suis évidemment pour tous les commerces de proximité et ça, tu le sais. Sauf que on a essayé de digitaliser ça et de procurer au moins les produits et évidemment pas l'expérience humaine qui est avec l'expérience sociale qu'on a avec les acteurs qu'on a, les artisans qu'on a en bas de la maison. Donc finalement, quand on dit on fait les courses, bah, c'est pas que acheter ses chips et ses packs d'eau et son sopalin. C'est aussi acheter ses produits frais, on veut cuisiner, mais quand on se fait livrer à 19h ou 20h, bah, on n'a peut-être pas le temps de faire la cuisine. Donc, on va prendre le petit plat de la belle vie qu'on a fait nous-mêmes, qu'on va manger au dîner. Mais demain, comme j'ai déjà mes produits, je vais rentrer à la maison à 18h et je vais cuisiner. Donc, c'est toutes ces expériences-là que l'on veut, que l'on souhaite donner à nos clients. Voilà, c'est le choix et c'est la liberté. Donc, la belle vie, c'est vraiment un service, j'ai l'impression, et c'est ce qu'on a envie de faire, d'offrir de la liberté. C'est déjà un site qui travaille, qui est ouvert 7 sur 7. On livre de 9h à 22h. Donc, en fait, vous faites vos courses quand vous voulez, vous faites livrer ce que vous voulez, quand vous voulez, soit en H+1 ou soit en J+7. Voilà. Donc, c'est vraiment cette liberté-là qu'on a envie de faire. Voilà. Et pour terminer, il y a un certain nombre de questions un peu plus marketing pour toi, qui sont notamment comment recrutes-tu tes clients, parce que c'est un des sujets aussi de ce modèle-là. Et effectivement, il y a la gestion de la logistique et puis il y a le fait de reconstruire un peu toute la profondeur de gamme d'un supermarché, hypermarché physique pour créer l'habitude des courses alimentaires. Et comment tu recrutes tes clients pour justement aller développer cet usage de l'épicerie en ligne. Donc, question assez ouverte, c'est quoi tes principaux leviers de recrutement? Comment tu gères ton acquisition? En fait, c'est exactement ça. Quand on travaille dans l'Internet, il y a de l'acquisition. Donc aujourd'hui, on est capable de piloter et regarder toute la vie d'un client depuis day one, ce qu'on appelle la lifetime value. Donc, on va évidemment utiliser les différentes. On va aller faire de la publicité en ligne là où il y a du trafic. Donc, en général, aujourd'hui, ça va être du Google, du Facebook, du Instagram, mais ça peut être aussi sur des sites partenaires. Ça peut être n'importe où, tant qu'il y a du trafic qui est qualifié pour la belle vie. On va aller faire très classiquement de la publicité, souvent incentivé avec des codes promo. Et puis, on fait découvrir le service. Les gens se disent, ah, c'est super, c'est un joli service. Et ils essayent de répéter. Et s'ils répètent, tant mieux. Ils ont adopté notre service. Et c'est aussi simple que celui-là. Voilà. Donc, on utilise les leviers digitaux. On fait de la pub sur Google et sur Facebook. Oui, évidemment. Mais je pense qu'après, on va sans révéler des secrets de fabrique. Mais je pense que la question, c'était effectivement. Il y a une vraie aussi, bouche à oreille avec beaucoup de parrainage. Mais si vous voulez que je révèle des secrets. Non, je ne crois pas. Ça dépend duquel. Non, mais je te remercie parce que je pense que il y a beaucoup d'autres questions, mais je vois que le temps tourne, donc on te les fera parvenir aussi pour essayer de partager une restitution auprès de Ça marche avec tout le plaisir. monde.
Très bien. Il y a des questions sur des chiffres, donc tu n'auras peut-être pas envie de tout communiquer. Mais ça dépend lesquels. À vous de me dire. Et donc, je passe la parole à Edouard qui, après ça, va défendre la rue du commerce. Mais il a raison, mais la rue du commerce, c'est top. Faut pas croire qu'on est ennemis. Du tout. Non, je sais. C'est pour créer un peu d'ambiance, pour animer, comme on n'est pas tous réunis, on est tous derrière des écrans. J'essaie de. Fallait nous mettre du commerce, en fait. Il y a des très bons produits chez La Belle Vie. Maintenant, la rue commerçante, le boucher et le poissonnier, ils sont sur épicerie. Et on est très heureux. Écoute, merci beaucoup, Perrine, d'avoir organisé ce webinaire. On est très heureux de se retrouver aujourd'hui en attendant le Food Camp. Et je suis très heureux de pouvoir présenter Épicerie, puisque j'ai noté que Hugues n'était pas encore client. Donc, on va essayer de le convertir. Épicerie, c'est une place de marché au sens propre comme au sens figuré qui regroupe des commerçants et artisans alimentaires de votre quartier ou de votre ville et chez qui vous allez pouvoir acheter les produits que vous achetez en boutique. C'est les mêmes, il n'y a pas de dark store ou quoi que ce soit, c'est vraiment les produits de la boutique que vous achetez en ligne et que vous pouvez vous faire livrer à la maison. Même si depuis 2020, on fait aussi du click and collect qui s'est développé dans tous les secteurs, mais qui sur Paris reste beaucoup plus faible que la livraison, qui est le levier majeur. On s'est lancé en 2016 avec Marc Ménazé et Elsa Hermann en partant d'un constat simple, les gens veulent mieux manger. Et ça, qui de mieux que le commerçant de sa rue, de son marché, pour sélectionner les bons produits, mais les gens veulent aussi des services qui facilitent leur quotidien. Et ça, on a vu à ce moment-là apparaître Deliveroo, Take It Easy à l'époque, etc. Mais sur de la livraison qui sont finalement de la livraison de pizza, de burgers, de sushi pour la très grosse majorité. Il faut rester objectif. Et nous, Marc Ménazé, moi et Elsa, on défend depuis toujours une cuisine plutôt faite à la maison, qui évite les produits transformés, ultra transformés. Et donc, on s'inscrit dans cette évolution de la demande des consommateurs vers plus de produits frais et une alimentation qui sauvegarde la santé de nos enfants. Donc, on est allé voir un certain nombre de commerçants en 2016. C'était pas facile. Le milieu des bouchers, des poissonniers, des primeurs ou des fromagers n'était pas très, très réceptif au digital. Malgré tout, on a réussi à en convaincre plus de 150 à l'été 2016 de rejoindre une plateforme qui a été lancée au départ avec des business angels. Donc, il y a des gens comme Jean-David Blanc, le fondateur d'Halluciné, mais aussi les fondateurs de vente privée, Xavier Niel, qui ont investi au démarrage de l'histoire pour nous permettre de lancer une plateforme qui fonctionne comment ? Vous rentrez votre adresse, vous avez les commerçants situés dans un rayon de 2 à 3 km autour de chez vous. Vous commandez chez ces commerçants les produits de votre choix. Donc, chez votre boucher, vous allez prendre le steak haché et les blancs de poulet, les paniers de fruits et légumes chez les primeurs qu'on a mis en ligne. Vous payez et après, vous dites je veux être livré ce soir entre 18h30 et 19h30 à l'heure du chouette rentrée du bureau. Vous pouvez aussi vous faire livrer dans l'heure, mais ce n'est pas la grande majorité de nos commandes. Nous, on est vraiment sur un panier de marché, pas instantané, puisqu'on va faire la cuisine avec. Et là, ça sonne chez le commerçant qui est équipé d'une tablette. Il a son back-office pour traiter ses commandes. Et lui va se contenter de préparer avec ses produits la commande. Souvent d'y apporter une petite touche personnelle en ajoutant le petit mot pour le client, puisque c'est les mêmes clients finalement qui utilisent le service et qui viennent en boutique. Il les connaît, hein, il les visualise même assez souvent. Et donc, nous, on s'occupe de l'ensemble des tâches qu'un commerçant indépendant ne sait pas gérer. Évidemment, la partie technologique, le développement de l'application, du middle office, etc. La visibilité online qu'on lui apporte sur les réseaux sociaux, sur Google et à travers un certain nombre d'événements physiques ou digitaux.
et la logistique, parce que c'est quelque chose qu'ils ne savent pas faire et c'est extrêmement compliqué. Je ne m'imaginais pas au lancement que ce serait si compliqué de livrer des courses alimentaires, mais c'est vrai qu'on a des catégories de produits assez différentes et on ne transporte pas un panier de fruits et légumes de la même manière qu'une pâtisserie de Conticini ou de Michalak. On a la livraison des glaces de la mère de famille et les poulets rôtis du Frénois. Donc, on a une complexité de paniers, puisqu'on peut faire du multi-panier et commander, évidemment, comme quand on fait ses courses, tous ces produits dans un seul panier. On a une complexité de livraison qui est beaucoup plus importante que dans des secteurs plus traditionnels comme la mode, la cosmétique ou ce genre de choses. J'espère et donc, nous, on a fait le choix d'internaliser en fait la partie tech de cette logistique en développant, comme Paul, finalement, de son côté, un algorithme qui va analyser l'ensemble des commandes et optimiser la logistique, c'est-à-dire qu'il va envoyer un piéton pour vous livrer la tarte pour 6 personnes de votre commande qui est basée chez un pâtissier pas trop loin, mais un cargo bike pour livrer le marché d'Aligre où vous avez acheté la viande, le poisson et les fruits et légumes. Voilà. Et donc, on fait appel à des prestataires externes, des sociétés de courses spécialisées, Stewart du groupe La Poste, par exemple, pour tout ce qui est vélo, des startups de la livraison collaborative, notamment pour les aspects piétons. On travaille avec des coopératives locales à Lyon, Bordeaux, Lille ou Toulouse. Donc, on a, nous, l'intelligence du dispatch, mais on laisse à des sociétés professionnelles la gestion du coursier, de son recrutement, de s'assurer effectivement que la livraison est apportée par la bonne personne. Et donc, on a lancé ça en 2007. Ça a bien progressé comme Paul en 2016, 2017. 2018, on a fait un partenariat industriel avec le groupe Monoprix pour se développer partout en France et essayer de créer un pôle de l'e-commerce de centre-ville avec Monoprix et les petits commerçants alentour des rues commerçantes. Et est arrivée cette annonce du 15 mars 2020 sur le confinement. Et donc là, on arrive au cœur du sujet du webinaire de ce matin. Comment l'avons-nous vécu? Nous, on a l'habitude de dire que cette année et demie presque, ça a été un marathon. Ça a été un marathon où tout le monde n'a pas été à la même vitesse. La crise sanitaire, d'abord, ça a été le premier confinement, moment de sidération où les gens n'osaient plus sortir faire leurs courses et où quasiment l'ensemble des commerçants étaient fermés, à l'exception des commerçants essentiels, dont la restauration, dont l'alimentaire. La restauration a beaucoup été fermée à ce moment-là. Et dans cette première étape, finalement, les artisans ont vécu un moment extraordinaire. Ils ont pu, grâce notamment à Rungis, en région parisienne, continuer à avoir accès à des produits frais régulièrement. Et les gens qui ne savaient plus quoi faire avec les enfants à la maison se sont mis à cuisiner, mais dans des conditions énormes, avec des produits frais qu'ils allaient acheter en grande partie chez leurs commerçants et artisans de proximité, un peu également quand même dans la grande distribution, même si les limitations de déplacement les ont limitées en termes de croissance. Par contre, sur la livraison, effectivement, Paul l'a souligné, la grande distribution n'a pas du tout pu répondre à la demande parce que les entrepôts n'étaient pas équipés pour qu'on travaille dans des conditions sanitaires correctes, parce qu'ils n'avaient pas la flotte de livreurs nécessaire. Quand Épicerie a eu s'est trouvé sur un démarrage ultra rapide. Pourquoi? Parce qu'effectivement, nous, à l'époque, on avait 650 entrepôts disséminés sur l'Île-de-France, qui sont les commerçants de proximité, qui ont pu continuer
à avoir de la marchandise tous les matins, notamment grâce à Rungis, et qui ont préparé des commandes massivement, c'est-à-dire qu'un commerçant, un boucher, la boucherie moderne qui doit préparer en temps normal une dizaine de commandes par jour, s'est mis à préparer 150 à 200 commandes tous les jours pour ses clients qui voulaient continuer de recevoir de la viande. Et ce qui était magique, c'est qu'on a pu continuer de livrer dans les 2 heures. Pourquoi? Parce qu'on a reconfiguré justement notre algorithme pour dire on ne peut pas livrer dans l'heure, c'est un peu compliqué du fait de la préparation des commandes, mais on va pouvoir livrer dans les 2 heures. Et comme on avait énormément de coursiers disponibles, puisque notamment la livraison de la restauration était en stand-by, on a pu livrer énormément de gens, ce qui nous a permis de passer d'un volume, allez, on va dire une bonne journée en janvier 2020, c'était 600 commandes. On est passé à 7000 commandes par jour, certains jours au mois d'avril, notamment 2020. Donc, absorption grâce à de la tech, à des flottes de livreurs externalisés et à des commerçants qui ont joué le jeu et avaient de la marchandise. Retour à la normale au mois de mai, enfin plus ou moins à la normale, juin, etc. Et nous, le challenge, c'était de savoir si les clients qui étaient arrivés pendant le premier confinement allaient rester ou pas. Et très vite, en septembre, on s'aperçoit qu'il y a eu un effet de cliquet et qu'il y a un certain nombre de gens qui ont pris le goût de la livraison de l'e-commerce alimentaire. Et ça, aujourd'hui, ça se vérifie quasiment un an après. L'e-commerce alimentaire est passé de 5% de part de marché, grosso modo, principalement du drive, à 8 à 9%. Et évidemment, sur des startups comme nous, ça a un sens particulièrement important. Et puis arrive ce deuxième confinement un peu différent, puisque là, les enfants peuvent retourner à l'école et donc se met en place massivement le télétravail. Et là, on constate très rapidement, nous, un phénomène, c'est que les gens se font livrer de plus en plus de produits prêts à manger. C'est chez le boucher, les gens vont prendre des carottes râpées, des pommes dauphines, du poulet rôti, etc. On voit une augmentation en fait de la demande de « je n'ai plus le temps de cuisiner, par contre, je travaille à la maison, il faut bien que je mange ». Et donc, on voit cette tendance qui s'est traduit ensuite par cette explosion de la livraison des restaurants qu'on a vu en novembre-décembre. C'est là que finalement Deliveroo, Uber Eats ont pu faire des chiffres de croissance faramineux et nous, on a pu accompagner ce mouvement à la fois avec des traiteurs qui étaient déjà présents sur la plateforme, mais également en accueillant des restaurateurs comme le Bouillon Pigalle, mais aussi des Ciriers ou chez Michel. Parce qu'on s'est dit, voilà, il y a cette demande de nos clients, il faut qu'on y réponde. Et je suis sûr que sur la partie traiteur de la Belle Vie, c'était identique. Et puis pour ne pas perdre trop de temps, troisième confinement, je voudrais juste parler de ce nouveau phénomène, c'est effectivement ce Q-commerce qui débarque avec ces milliards sur le marché français, donc finalement qui viennent reproduire un modèle que Paul a lancé il y a plus de 6 ans, de livraison ultra rapide sur des assortiments alors beaucoup plus réduits que la Belle Vie, mais qui s'inspire d'un modèle américain qui ressemble un peu à la Belle Vie. Et ça, c'est un phénomène sur lequel aujourd'hui on veut attirer l'attention parce que c'est un phénomène qui a plein d'effets pervers, notamment autour de la livraison. Promettre des livraisons en 10 minutes à des tarifs de 1 ou 2 euros, ça va à l'inverse de ce que nous, on souhaite défendre. Et ces business qui ne dureront pas forcément très longtemps parce qu'il n'y a pas la place pour 15 acteurs sur le marché français autour de ça. Ils vont avoir par contre un effet délétère sur à la fois un certain nombre de concurrents. Je pense à mes artisans, puisque ces gens-là vendent aussi de la viande, des fruits et légumes, etc. Mais aussi sur le client, puisque ça fait rentrer dans les mœurs l'idée qu'on peut vous livrer en 10 minutes
pour 1,50 € vos courses de la semaine. Et ça, on s'est toujours battu avec nos commerçants pour dire qu'il fallait payer les livreurs à un juste prix. Donc nous, voilà, comment on a vécu la crise et comment on se projette. On se projette avec une nouvelle plateforme de marque qui dit « Vive le commerce vivant ». On veut défendre ces commerçants et artisans de nos rues commerçantes, de nos marchés, avec leur singularité, leur côté effectivement proche de chez vous. Ça s'inscrit dans une tendance qui va continuer de se développer, celle de la francité dont parlait Maurice tout à l'heure et de la qualité gustative et de production qu'attendent le consommateur, et que ça, je pense que l'artisan est le plus à même de défendre. Et puis, ça s'inscrit dans cette digitalisation du commerce dans son ensemble. Les commerçants alimentaires ayant été très en retard historiquement, mais grâce au modèle de la marketplace, et là je ne parle pas juste d'épicerie, on a vu que c'était le grand gagnant finalement de cette année 2020, la marketplace. Donc nous, on est une place de marché et ça permet à des commerçants qui n'auraient pas les moyens de se développer sur le digital à travers des sites d'e-commerce d'y venir. Et aujourd'hui, c'est soutenu par à la fois les régions, par le gouvernement, et on souhaite pouvoir se développer demain dans une trentaine de grandes agglomérations en France pour permettre au cœur des villes, à nos bouchers, à nos poissonniers ou nos fromagers de continuer de se développer et de rester les moteurs de cette activité économique locale qui risque de souffrir dans les années à venir. Merci, Edouard. Il y a 3 questions qui se regroupent. Donc, je vais faire l'exercice de les regrouper. Ouais. 3 questions autour de ta maîtrise de la satisfaction client par rapport finalement à des coûts de livraison qui sont élevés, surtout quand tu vas sur plusieurs commerçants, puisque chaque livraison égale un coût de livraison. Et donc, la question, c'est dit par rapport à ça, comment tu as une maîtrise d'une satisfaction client quand tu fais appel à plusieurs commerçants sur une même commande ou quand tu externalises la livraison, puisqu'aujourd'hui, c'est le cœur de ta valeur de service. Absolument. Alors, la qualité, c'est effectivement le point essentiel et je partage avec Pierre et avec Paul l'idée que la pérennité de nos entreprises, c'est de fidéliser nos clients, de faire attention à eux, etc. C'est vrai que c'est plus compliqué dans le cadre d'une place de marché, puisque effectivement, à un moment, ce n'est pas moi qui vais servir le client, choisir l'avocat ou les fraises que je vais mettre dans le panier. C'est plus compliqué aussi quand tu n'as pas tes livreurs en propre, salariés, etc. Mais malgré tout, nous, on a essayé de mettre tout en place à travers des collaborations qui durent aussi bien avec les commerçants qu'avec les sociétés de livraison. Donc, avec les commerçants, c'est un vrai apprentissage à faire de leur côté pour dire le client digital, il est aussi exigeant, voire même plus exigeant que le client qui vient en boutique. Si vous voulez qu'il revienne, si vous voulez qu'il mette des bonnes notes sur votre magasin, il faut le servir le mieux. Et ce qu'on constate, c'est que finalement, le commerçant, il a ce sens du commerce et qu'il comprend très vite qu'il a intérêt à être encore plus performant sur la qualité qu'en boutique parce que rien ne passe. Aujourd'hui, les gens en digital sont habitués à une satisfaction maximale. Et quand aujourd'hui, j'ai un client qui reçoit une barquette de fraises avec 2-3 fraises légèrement moisies sur le dessous, il m'appelle et il est remboursé parce que ce qu'il aurait accepté s'il avait choisi sa barquette de fraises en magasin, c'est inacceptable en digital. Et donc, bon, on a énormément de data autour de ça. Ça nous permet d'éduquer le commerçant. S'il y a un vrai problème, à la fin, on fait sortir le commerçant parce que c'est effectivement très important. Et puis, c'est vrai qu'on a noué avec les sociétés de courses des relations qui sont très étroites et on souhaite continuer à faire ça. Ça nous permet, nous, effectivement, d'avoir accès aussi à des flottes de livreurs spécifiques. Ce n'est pas forcément les livreurs qui vont livrer
McDo ou d'autres, mais il y a accès à des flottes un peu plus premium. Maintenant, c'est vrai qu'il y a ce sujet du coût de la livraison. Une livraison du dernier kilomètre, nous, on fait des très petites distances. La moyenne de la livraison, c'est 1,8 km sur épicerie. Donc, c'est vraiment, en vélo, c'est 10-12 minutes. Malgré tout, ça va coûter entre 7 et 15 euros suivant le mode de transport que vous utilisez. Et si le client n'accepte pas de payer sa partie du coût de livraison, comme l'a habitué Amazon, comme aujourd'hui les grandes plateformes de livraison de restaurants qui poussent des forfaits tout gratuits, etc., eh ben, en fait, on détruit de la valeur et on ne peut pas demander d'un côté de bien traiter les coursiers et accepter de ne payer que 1,50 € pour être livré dans l'heure. Ça ne fonctionne pas. Donc, nous, on a effectivement des frais de livraison qui sont plus importants. Alors, effectivement, pour un commerçant de quartier à 100 mètres ou 150 mètres de chez vous, ça va être 2,90 €. Voilà, si on vous fait livrer votre marché, moi je suis dans le 9e, si je me fais livrer le marché d'Aligre, ben, ça va me coûter 5,90 € parce que j'aurai tous mes produits dedans et que j'accepte d'en financer une partie plus importante. C'est clair, merci beaucoup. Je vois qu'il est 10h05, donc je vais clôturer le webinaire. C'est passé vite pour moi, donc j'espère que c'est passé vite pour tout le monde également. Je voulais remercier vraiment encore une fois tous les intervenants qui ont accepté de prendre la parole et de partager un peu leur analyse et leur retour d'expérience. Je conclus je renouvelle ma petite annonce du Foodcamp parce que vraiment, j'aurai plaisir à tous vous retrouver le 28 et 29 septembre. Donc, je vous invite à aller vous inscrire sur foodcamp.fr. Et puis, je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui allaient recevoir un mail dans l'heure qui vient, vous invitant encore une fois à vous inscrire. Comme ça, le message sera bien passé et parce qu'on a hâte de se revoir. Et j'espère qu'effectivement, on en est sorti une fois pour toutes et que le 28 et 29 septembre, on pourra manger, trinquer avec un minimum de contraintes. Encore une fois, merci à tous. Merci à tous ceux qui sont inscrits, à vous qui vous êtes inscrits nombreux pour ce webinaire, même si c'était moins interactif qu'un petit déjeuner, parce que j'ai essayé de me faire votre porte-parole et la prochaine fois, les questions se feront en direct. Et encore merci aux intervenants et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup à tous. Au revoir, merci. Merci. Bonne journée. Au revoir, très bonne journée.